Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, suite à la disparition de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, la députée bloquiste Christina Michaud se présentera contre la ministre Diane Leboutillier lors des prochaines élections fédérales. À Gaspé, on cherche maintenant une vocation pour la villa Frédéric James, qui a subi d'importants travaux de rénovation pour devenir un espace bleu. À Chandler, un promoteur privé construira 48 logements adaptés pour les personnes handicapées. À vos tentes, à vos roulottes et à vos véhicules récréatifs, car la saison de camping débute officiellement le 15 mai prochain à Saint-Tite. À Baie-Saint-Paul, le festif présente la programmation de sa 15e édition qui aura lieu du 18 au 21 juillet prochain. À Montmagny, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot offre un programme sport-école en patinage artistique. Mais pour commencer, on va se rendre à Sainte-Catherine d'Auvergne où Aubert Tremblay de CJSR nous présente une nouvelle machinerie forestière qui permet d'effectuer des coupes d'éclaircies dans de petites forêts. Cet engin peut vous paraître gros, mais il est pourtant destiné aux petits propriétaires forestiers qui veulent récolter certains arbres sans trop briser la forêt. C'est même la plus petite machine de ce genre au Canada, plutôt étroite, avec un long bras pour aller chercher les arbres plus loin. Bref, la machine idéale pour faire une coupe d'éclaircie. C'est la spécialité de la compagnie suédoise qui l'a fabriquée, Malwa. This is a big practice in Sweden. We have a more practice of doing thinning in Sweden compared to Canada and Quebec. Here you have been cutting the big wood for a long time, and I think maybe now you need to take care of also the small wood. Cette machine spéciale arrive directement de Suède. C'est la première de ce modèle en sol canadien. Elle est vendue ici par Logmax, une entreprise suédoise qui a des bureaux à Kosapskal, au Québec. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est distributeur des têtes Logmax. Puis là, ça va faire presque 2 ans présentement qu'on est rendu avec Malwa. Puis jusqu'à date, on a un bon succès. À la fin de l'année, on va avoir au-dessus de 20 machines livrées Malwa au Canada. Pas ces machines pareilles à celle-là, là. Celle-là, c'est la première qui arrive au Canada. Puis on a 5 autres qui s'en viennent comme ça, déjà prévendues. La machine appartient à l'entreprise Econo de Sainte-Christine d'Auvergne, qui offre des services d'aménagement forestier. Les gens aiment avoir des petites machines pour faire attention à la régénération puis être capable de cultiver nos forêts pour avoir des arbres, mais à perpétuité. Pas couper une coupe totale, puis après ça, planter des arbres et attendre 80 ans avant d'aller chercher du bois. Econo avait organisé une démonstration de sa nouvelle machine cette semaine. Ça se passait dans une forêt qui avait besoin, justement, d'éclaircies. On va faire une première éclaircie pour enlever les tiges les moins belles, donner une chance aux autres de grossir puis de prendre de la valeur. OK. Normalement, ils vont revenir dans combien d'années? Dans 5 à 10 ans, on pourra venir faire une deuxième éclaircie. OK. Puis la dernière récolte, ça va se faire? Ça va être... Idéalement, on essaie d'y aller toujours en continu de jamais arrêter. OK. On va revenir, on va toujours nous en récolter un petit peu, mais jamais tout récolter. OK. L'épinette noire, on a un problème avec l'épinette noire à cause du réchauffement de la planète. Fait que l'épinette noire, elle meurt. Si on la laisse mourir, on ne récolte rien. Tandis que là, on va prélever de l'épinette noire qui va donner une chance à la régénération de pousser. Donc, on va avoir du bois à perpétuité à ramasser, puis on va donner une chance aux sujets qui veulent sortir. Sylvain Naud est convaincu que ce type de machine sera de plus en plus utilisé à l'avenir, et pas seulement par les petits propriétaires forestiers. Il y a beaucoup de plantations qui ont 35-40 ans, qui sont dues depuis 10 ans pour une première coupe, puis elle n'est pas faite encore. Donc,
les arbres ne poussent pas comme ils devraient pousser. On peut aller chercher 5-6 fois plus de volume en aménageant nos forêts. Les grosses industries vont s'adapter aussi à aménager plus les forêts que c'était avant. Oh. Ah, c'est évident. C'est évident. Puis il va falloir changer aussi. Là. Faire de la monoculture de moins en moins. Il faut avoir 4-5 essences d'arbres sur la même parcelle. Pour lui, c'est tout l'aménagement de nos forêts qui devra s'adapter aux changements climatiques et économiques. Par exemple, les petites branches de moins de 5 cm peuvent servir de biomasse pour chauffer les maisons. Fait que là, des preneurs de biomasse, il n'y en a pas beaucoup. Mais on sait que l'électricité s'en vient un peu moins accessible qu'elle était. Puis pourquoi on n'utilise pas la biomasse au Québec? En Suède, eux autres, ils l'utilisent partout. La biomasse est vendue aussi cher que le siège. Nous autres, ici, bien, l'électricité était tellement peu coûteuse que ce qu'on faisait, on négligeait la biomasse. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. L'électricité va devenir moins accessible, plus dispendieuse. La biomasse, mais c'est une belle énergie qui ne coûte rien, puis qu'on a dans nos forêts, puis on va être indépendant de tout ce qui se passe à travers le monde, mais on va être capable d'être autosuffisant dans notre monde. Encore une fois, en matière de biomasse, la Suède est nettement plus avancée que le Québec. We have, in most villages in Sweden, and we have a biomass plant heating, and then we have central heating to the industries and to the houses. Okay. Yeah. It's centralized. Centralized, yeah. Aubert Tremblay pour CJSR. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia rencontre Christina Michaud, la députée bloquiste qui se présentera lors des prochaines élections fédérales contre la ministre Diane Leboutillier. Suite à la décision de la Commission de la délimitation des circonscriptions électorales fédérales d'éliminer la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, la députée Christina Michaud a annoncé ses intentions la semaine dernière de poursuivre en politique. Je la reçois pour en discuter. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Avec la perte de ta circonscription, tu avais une décision à prendre concernant ton avenir politique. Comment ça s'est passé justement dans les dernières semaines, les derniers mois là, de prendre cette décision-là? Mais j'ai pris le temps d'y réfléchir vraiment. Là, c'est une situation qui est pas simple et qui est pas celle que j'aurais souhaité. Vous savez que je me suis battue contre la décision d'éliminer la circonscription au fédéral. Quand la commission est venue, je suis allée témoigner. J'ai témoigné à nouveau devant la Chambre des communes, devant un comité de parlementaires. J'ai écrit une lettre ouverte avec la majorité des élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, le préfet, maire, députés québécois, députés fédéraux. On a mis ça dans les médias nationaux. En tout cas, on a fait pas mal tout ce qu'on pouvait pour se battre contre cette décision-là. Pourquoi? Pas parce que j'avais peur de perdre mon siège, moi, mais plutôt de voir l'Est du Québec perdre un siège à la Chambre des communes, voir l'Est du Québec perdre son poids politique. C'est ça qui était inquiétant et qui l'est toujours, d'ailleurs. Là, on est à quelques jours de la date officielle à laquelle, si on tombe en élection, c'est vraiment la nouvelle carte qui s'applique. Alors, j'avais pas le choix de prendre une décision, un choix qui est déchirant quand même parce que ça va faire près de 5 ans que je représente Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia. Alors, le nom le dit bien, c'est 4 MRC bien différentes qui ont des enjeux communs et bien que je suis originaire de la Matapédia, j'ai appris à connaître, à travailler avec les différentes MRC, les 50 quelques municipalités aussi dans ma circonscription. Alors, j'ai pris le temps de penser à ce que je voulais faire, évidemment, et je suis passée par toutes les émotions, là. Oui. Même je me suis dit, est-ce que je continue en politique? Ça fait partie de ma réflexion aussi. Et je me suis rendu compte au final que j'avais encore à contribuer pour la région. Ça, c'est certain. J'avais envie de continuer. Mais le choix a été assez naturel d'aller vers la Gaspésie, étant donné qu'on a déjà un député du Bloc québécois qui est à Rimouski et dans laquelle la Matapédia et la Métis seront regroupées, alors que dans le reste de la Gaspésie, dans la Matanie, dans la MRC d'Avignon, ce serait libéral. Alors, le choix était assez simple au final de se dire,
Je pense que le Québec se porte mieux avec le plus de députés du Bloc québécois possible à la Chambre des communes d'Ottawa. Alors, l'idée d'aller en chercher une autre, d'aller chercher une circonscription libérale, bien, ça paraissait assez naturel. Alors, c'est le choix vers lequel je me suis dirigée au final. Oui, et la circonscription de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Litiguche, c'était la seule qui restait dans le secteur de l'Est du Québec. Mais est-ce que l'idée t'est venue de peut-être aller dans une circonscription dans une autre région? Pas vraiment. Il y a des personnes qui me l'ont demandé, étant donné qu'on éliminait la mienne et qu'on en créait une nouvelle dans les Laurentides. Les gens disaient, ah, ben, tu pourrais aller là sûrement, mais pour moi, ça faisait pas de sens d'aller faire de la politique ailleurs que dans mon coin de pays. Là. On a quand même une grande région et je me sens autant bas-laurentienne que gaspésienne là, pour avoir représenté les deux côtés. Alors, non, pour moi, c'était certain que je voulais continuer de faire de la politique ici. Je le dis souvent, là, s'il y a une chose, il y a évidemment plein de belles choses qui sont ressorties de mon engagement politique dans la région, mais s'il y en a une, c'est le fait de revenir habiter la région aussi. Et j'avais pas envie de partir. Alors, ça, c'est certain que ça a joué dans ma réflexion. Si tu es élu dans ta nouvelle circonscription, tu vas continuer de représenter les citoyens d'Avignon et de la Matanie, mais tu ne représenterais plus les électeurs de la Métis et de la Matapédia, qui est ton chez toi. Est-ce que ce sera difficile pour toi de te départir de ces deux secteurs? Bien, c'est sûr. Comme je disais, si ça avait été mon choix, il y aurait encore Avignon, la Métis, Matane, Matapédia à la prochaine élection et je pourrais continuer de représenter ce comté-là, mais c'est pas possible. Alors, fallait que je fasse un choix, mais c'est sûr que c'est déchirant de voir que ma famille, mes amis, mes proches aussi pourront pas voter pour moi à la prochaine élection, c'est sûr. Mais écoutez, c'est une grande région, puis je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Et la Matanie et Avignon, je les ai adoptés là, dans les dernières années. Je pense qu'ils m'ont adopté aussi. On a appris à se connaître. Même chose pour le reste de la Gaspésie. Je travaille les dossiers depuis quand même plusieurs années pour toute la Gaspésie. Je veux dire, on parle souvent de pêche, des enjeux qui touchent toute la péninsule gaspésienne et même les îles de la Madeleine. Donc, c'est pas trop de nouveau pour moi. C'est pas comme si j'arrivais de Montréal puis que je voulais représenter la Gaspésie demain matin. On n'est pas là du tout. Là. Je connais les dossiers. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme un suivi qui est un peu naturel. Là. Tu connais déjà une de tes rivales, soit la députée libérale et ministre des Pêches, Diane Leboutillier. Comment tu entrevois cette course politique? Bien, écoutez, je le vois comme une campagne comme les autres. Là. Ça va être ma 3e campagne électorale. Alors, je commence à bien connaître comment ça se passe. C'est certain que les adversaires étaient un peu moins présents à la dernière élection en 2021. Là, ça va être autre chose. C'est quand même une ministre libérale qui est là depuis 2015. Alors, ça va être une bataille assez féroce. Et ce que je souhaite, c'est que les propos restent respectueux là, pendant cette campagne électorale. Puis qu'on se penche vraiment sur les enjeux de la Gaspésie. Je pense que les gens de la Gaspésie et des îles méritent ça, là, qu'on parle vraiment de ce qui les touche et non qu'on fasse des attaques partisanes entre candidats ou candidates dans ce cas-ci. Donc, je souhaite ça, mais on connaît un peu la personnalité de Mme Leboutillier. Là. On dirait que la campagne électorale est déjà commencée, mais je souhaite vraiment que ça reste respectueux puis qu'on puisse se pencher vraiment sur les enjeux qui nous concernent. C'est ça, se concentrer sur les besoins des citoyens puis des électeurs. Les élections ne sont pas maintenant, on le sait. Alors, c'est quoi ton objectif avant que ta circonscription actuelle ne soit abolie? Mais continuer de faire le travail comme si je pouvais me présenter la prochaine fois dans la même circonscription. Là, c'est pas parce que j'ai fait cette annonce-là que j'arrête de faire le travail dans l'Union, la Métis, Matane, Matapédia. Pour moi, il n'y a rien qui change. Pour mes équipes non plus. On demeure au travail. On continue d'aider les citoyens qui viennent cogner à notre porte. Puis ça, c'est notre travail quotidien. Évidemment, il y a déjà des gens de la Gaspésie qui ont commencé à venir cogner à notre porte. Alors, ça double le travail. Mais c'est vraiment le message que je veux lancer aux gens là, qui disent mon Dieu, est-ce que ça arrête demain matin, là, qu'elle n'est plus la députée de la Métis et de la Matapédia? Non, pas du tout. Jusqu'à la prochaine élection, mon équipe et moi, on continue de faire le travail. Alors, il y a énormément de pain sur la planche. Là. Ce sera le budget fédéral la semaine prochaine. On a beaucoup d'attentes. On veut continuer de cocher certains dossiers. Puis si je peux en nommer un, là, avant de partir, de n'être plus représentante de la Matapédia, ce que je souhaiterais, c'est vraiment que la couverture cellulaire soit réglée. Il y a des bonnes nouvelles
s'en viennent. Il y a des tours qui seront ajoutés un peu partout sur le territoire pour venir couvrir les trous. Alors ça, j'aimerais que ça se fasse vraiment avant que je parte. Ces projets-là, c'est toujours étalé sur plusieurs années. Alors peut-être que ce sera confirmé quand je serai là, mais que ce sera finalement complété quand je serai plus là. Mais ça, c'est un souhait que j'ai. Ça faisait partie de mes souhaits que j'avais fait même en 2019, là, la première fois que je me suis présentée. Alors voilà. Est-ce qu'on a une idée un peu quand est-ce que les élections pourraient être déclenchées? Ben normalement, on irait jusqu'à la fin du mandat, même si on est en situation de gouvernement minoritaire. C'est pas un secret que le Parti libéral a fait une espèce de pacte avec le nouveau Parti démocratique, le NPD, et ça le tient au pouvoir. Alors, jusqu'à ce que le NPD décide de déchirer cette entente-là, normalement, on est supposé aller jusqu'à la fin du mandat, qui est octobre 2025. Évidemment, ça peut arriver n'importe quand d'ici là. Peut-être que cette entente entre les libéraux et le NPD peut se briser. Alors, il faut rester prêt, mais en ce moment, il n'y a pas nécessairement de rumeurs d'élection, bien que les annonces pré-budgétaires apparaissent un peu comme des annonces préélectorales. Mais habituellement, quand une élection se prépare, là, on entend pas mal d'affaires, puis ça commence à bouger, à grouiller dans les partis politiques. Là, c'est pas le cas, donc on continue de faire le travail en espérant que ce soit 2025. Là, on a quand même eu des élections en 2019, puis en 2021. Je pense que si on pouvait aller jusqu'à la fin de ce mandat-là, ce serait bien. C'est quand même bien, il te resterait encore une bonne année là, pour compléter tes dossiers puis atteindre tes objectifs. Exact. Christina Michaud, merci. On souhaite que les gens de la Gaspésie vont t'accorder leur confiance comme nous, on l'a fait ici dans la Matapédia. Je le souhaite, puis j'en profite pour remercier les électeurs de la Métis et de la Matapédia qui m'ont fait confiance en 2019 et en 2021. C'est sûr que c'est déchirant de ne pas pouvoir les représenter à nouveau la prochaine fois, mais je tiens à les remercier quand même. On va quand même être proches, on va être voisins. Oui. Merci. Merci à vous. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé nous apprend que suite à l'abandon par le gouvernement Legault du projet des espaces bleus, la villa Frédéric James à Percé pourrait devenir musée des beaux-arts. Alors, je suis en compagnie de Jean-Marie Fallu, président de Patrimoine Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, le gouvernement a mis fin à son programme Les Espaces Bleus. Donc, l'avenir du musée, pas du musée, mais de la villa Frédéric James, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir avec ça, mais le député de Gaspé a hérité du dossier. Donc, vous avez écrit une lettre au député. Parlez-moi un peu de pourquoi cette lettre-là. Bien, l'abandon du projet d'Espace Bleu avec la Villa James peut être vu comme une mauvaise nouvelle, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle dans le sens que ce projet-là avait bien été amorcé sur un volet. Le gouvernement actuel voulait restaurer dans chacune des régions du Québec un immeuble patrimonial d'importance. Alors, le choix pour la Gaspésie de la Villa James était très, très approprié. Et nous avons toujours salué ce geste en termes de prévention. Par ailleurs, ce qui posait problème, puis qui mettait de l'aile un peu qui mettait du plomb dans l'aile du projet, c'est que on voulait en faire un musée qui aurait été géré par le Musée de la civilisation à Québec. Et déjà, on avait décidé du contenu. On voulait parler de personnages importants au Québec. Maurice Richard, Céline Dion, etc. Honoré. Dans le fond, le gouvernement voulait mousser la fierté d'appartenance des Québécois, autrement dit l'identité québécoise. Et ben, ça venait jouer sur les plates-bandes de ce qui existait déjà, le musée de la Gaspésie.
en 2021, venait d'inaugurer une exposition à la Confluence des mondes, une exposition qui s'est méritée un prix de l'Association des musées canadiens. Donc, ça tombait très mal parce que ça venait jouer sur les plates-bandes du musée régional qui fait déjà ce travail-là d'identité gaspésienne. Et à l'époque, on avait intervenu, Patrimoine Gaspésie puis d'autres, là, en leur disant, d'abord, consultez le milieu, puis aussi faites, jouez pas sur les plates-bandes de d'autres. Autrement dit, mettez en valeur, déjà en 2021, j'écrivais une lettre à l'époque à la ministre de la Culture en lui disant, écoutez, mettez en valeur ce qui n'est pas beaucoup mis en valeur à date et qui mérite de l'être davantage, soit le patrimoine artistique de Percé, parce que Percé a connu une histoire vraiment très riche au niveau des artistes et des écrivains. Mais ils ont quand même cheminé avec un comité consultatif, mais on ne savait jamais qu'est-ce qui se décidait, parce que c'était sous le signe de la confidentialité. Et jusqu'à tout récemment, le projet n'avait pas l'approbation sociale. Et puis aujourd'hui, c'était à contre-courant. En 2024, là, on ne vient pas dire aux Gaspésiens qu'est-ce qu'ils ont à faire. On les consulte et puis après ça, on prend des décisions à leur faveur. C'est pour ça qu'actuellement, c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est le député de Gaspé à qui on a confié le mandat. M. Sainte-Croix a fait des études en histoire, il a été conservateur au Musée de la Gaspésie, il connaît très bien le domaine. Et puis, j'aime bien son approche. Alors lui, il consulte les gens, là. Il va y avoir une rencontre le vendredi 5 avril, et puis ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet pourront le faire. Mais nous, on a voulu tout de suite, en appui à une position qu'avait prise le muséologue Jean-Louis Lebreu, qui a pris sa retraite l'an passé et qui rappelait à juste titre qu'il fallait que le gouvernement respecte son projet d'origine, qui était un projet muséal. Donc, parce qu'actuellement, on disait, on laisse au milieu décider qu'est-ce qu'ils feront avec le bâtiment. Mais nous, on dit non, il faut, pour ce qui est du sous-sol, qui est aménagé aux normes rigoureuse de la muséologie, c'est grand temps que ça soit vraiment consacré au patrimoine artistique et littéraire de la Gaspésie. Je rejoins maintenant Valérie Pinault de Télévague pour faire le point sur les actualités de sa région. Valérie, bonjour. Bonjour, Martin. Valérie, pouvez-vous d'abord nous préciser sur quel territoire vous diffusez Télévague et quel territoire vous couvrez? Oui, on couvre deux MRC, la MRC de Bonaventure et du Rocher-Percé. Et puis, on couvre de la ville de Bonaventure à Chandler. C'est un territoire qui est assez vaste quand même. Oui, quand même, je vous dirais plus d'une centaine de kilomètres. Quelles sont les principales industries que l'on retrouve dans votre région? Bien, c'est sûr que c'est la pêche et puis le tourisme. Comment se présente la saison de pêche qui commence? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez vous? Bien, nous, notre secteur, c'est surtout, on a beaucoup la pêche au homard. OK. Fait que ça, depuis les dernières années, ça va quand même bien, les prises, la valeur du homard aussi avait augmenté. De ce côté-là, ça va bien. On a un petit peu de bateau de crabe, mais c'est plus vers Percé, là, et en Haute-Gaspésie, la côte de Gaspé. Et présentement, vous vous préparez là, pour la saison touristique qui va commencer là, dans quelques semaines. Oui, c'est en plein ça. Et la pêche au homard commence dans 2 semaines. On va vous souhaiter tout de suite une bonne saison de pêche. Hein, c'est important pour votre économie. Puis on va parler un peu de ce qui se passe par chez vous. Alors, chez vous comme ailleurs, on voit ça ailleurs au Québec également, on commence à assister à la disparition des guichets automatiques. Oui, effectivement. Bien, le Mouvement des Jardins avait annoncé au début de l'année qu'il allait couper 30 % dans tout le Québec les points de service et des guichets. Ça n'a pas été long, ça n'a même pas pris un mois. Ils ont annoncé qu'ils fermaient les guichets automatiques et nos points de service de Newport et de Port-Daniel-Gascon.
Le problème avec ça, c'est qu'on se ramasse avec un territoire de 72 km qui n'a aucun guichet automatique. Fait que là, la population et les représentants des municipalités concernées se sont présentés. Ah ben oui, ils ont fait une pétition. Puis ils se sont présentés la semaine passée avec une lettre qui demandait la démission au complet du conseil d'administration de la Caisse Centre-Sud gaspésien. Et puis, une séance extraordinaire pour expliquer les raisons de la fermeture. Parce que avant la fermeture, on ne vous a pas expliqué pourquoi on fermait ces 2 guichets. Les seules raisons qu'ils ont données, c'est par le président du conseil d'administration, via un média écrit, qui a seulement dit que c'était une décision qui a été prise à l'unanimité. Les gens qui ont préparé la pétition, c'est quoi leurs arguments pour dire hey, écoutez, il ne faut pas procéder comme ça, on a besoin de nos guichets? C'est quoi les principaux arguments qu'on retrouve dans la pétition? Bien, ils soulignent que c'est une coopérative, puis que c'est comme un manque de respect envers leurs membres. Parce que beaucoup de gens, encore surtout ici en région, là, même moi quand je vais au guichet automatique, on le voit, il y a encore plein de gens qui font leur mise à jour avec le petit livret au guichet. Beaucoup de personnes âgées, puis c'est le problème des transports. C'est long, là, un long territoire, pas de guichet automatique sur 72 km, c'est quand même gros. Donc, on oblige les gens à aller sur les plateformes électroniques. Je pense à Accéder Desjardins, où on peut faire ces transactions. Mais il y a une partie de la population qui n'est pas prête à aller là, si je comprends bien. Effectivement, oui. Il y a la présidente de la FADOC qui a dit qu'ils vont faire des formations pour aider les gens à faire les services en ligne, mais c'est pas tout le monde qui a encore Internet aussi, là. Alors, à suivre, parce que si je comprends bien, il n'y a pas de décision encore finale. Bien, les guichets sont fermés, mais la pression s'accentue là, pour réouvrir ces guichets-là. Oui, comme on dit, la balle est dans le camp du mouvement Desjardins. À suivre. On apprend également qu'à Chandler, il y a quand même un grand projet d'habitation, un gros projet d'habitation qui s'annonce et des habitations à prix abordable. Pouvez-vous nous présenter le projet? Ben oui, c'est une surprise pour la ville de Chandler, un promoteur privé. Puis lui, il spécialise en la fabrication de logements adaptés pour les personnes handicapées. Ils ont dit, on est prêt à investir 16 millions de dollars, 48 unités de logement, mais vous devez nous fournir un terrain. La ville, ils ont dit, ben parfait. Fait qu'ils ont désigné, ils vont leur donner des terrains de soccer. Puis ils vont construire 8 immeubles avec 6 logements. Puis le maire a spécifié que les terrains de soccer vont être relocalisés. Fait que les jeunes vont être contents, ils vont avoir des beaux nouveaux terrains. Et puis, ils ont dit que ça va être les logements qui ne seront pas loués pour des personnes adaptées pour les handicapés. Qui vont les offrir à la population en général à des prix abordables. Est-ce que je dois comprendre que c'est un projet 100% privé? Il n'y a pas d'argent public là-dedans, outre le terrain là, qui est donné par la municipalité? Effectivement, mais je ne peux pas vous dire, par exemple, du côté de la compagnie Ang Logement, peut-être qu'eux autres, ils ont des subventions pour faire des logements pour les personnes handicapées, mais il n'y a pas de subvention auprès de la ville. Non. Ils ont juste fourni le terrain. On prévoit la mise en chantier à quel moment, pour une livraison, à quel moment de ces nouveaux appartements-là? Il devrait, là, c'est sûr que, vu la saison de soccer, ça devrait commencer à l'automne. OK. Donc, on va laisser les jeunes utiliser leur terrain une dernière fois cette année, puis on va préparer des nouveaux terrains pour l'an prochain. Oui. Dernière nouvelle de votre côté. Parlons un peu de vos transports collectifs. Il y a comme une initiative nouveau genre là, que vous mettez de l'avant pour permettre à plus de gens, notamment des personnes âgées, à utiliser le transport collectif. Oui, effectivement, le transport collectif, le régime, il voulait comme inciter, il voulait cibler les personnes de 50 ans et plus, et puis ceux qui habitaient plus loin de la 132. C'est un projet qui se déroule dans la MRC de Bonaventure. Puis c'est 2 trajets pilotes. Il y en a un qui va partir de Chigaweg jusqu'à Nukalai, et il y a un autre trajet de Cascapédia-Saint-Jules qui descend jusqu'à New Richmond. Qu'est-ce qui est intéressant de ces 2 trajets-là pilotes? C'est que c'est gratuit. Et puis, ça s'adresse à tous quand même. Puis, ils vont venir nous chercher près de notre domicile.
Fait que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui reste dans des rangs plus loin en arrière, ou tu sais, des fois c'est 15 km plus loin. Fait que c'est pour inciter les gens avec le transport collectif et à l'utiliser. Puis ils ont juste... Oui? J'allais dire, parce qu'il y a un réseau important là, de transport collectif là, dans votre coin de pays. Là, on s'en doute pas, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de services qui sont offerts là, à la population. Ah oui, il y a quand même là, plus d'une 35 trajets sur tout le tour de la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Puis aussi pour inciter pour inciter les personnes âgées, l'été, le transport collectif, il est gratuit pour les 65 ans et plus. Dites-moi, est-ce qu'on a des chiffres sur l'utilisation du transport, de cette mobilité collective-là que vous offrez? Est-ce que c'est un service qui est populaire? Bien, justement, ils viennent de sortir leurs chiffres pour 2023. Okay. Ils ont fait de plus de 85 000 déplacements, quand même. Oui, et puis 27 000 déplacements pour les transports adaptés. Fait qu'on voit quand même qu'il y a un engouement pour le transport collectif. Et là, on espère donc, avec un service adapté, augmenter encore la clientèle en se rendant plus près des gens qui demeurent encore un peu plus loin des centres. C'est effectivement, oui. Bien, Valérie Pinault, merci beaucoup pour ce tour des actualités chez vous. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci à vous. La saison de camping débute officiellement le 15 mai prochain à Saint-Tite. Et Danny Bérubé, de CTB-TV, en parle avec Isabelle Labrec, de la Fédération québécoise de camping caravaning. Le 15 mai, une journée très significative dans le cœur de nombreux Québécois. C'est la journée d'ouverture officielle des terrains de camping au Québec. Des milliers de véhicules récréatifs et de caravanes vont envahir les routes du Québec à la recherche du meilleur endroit pour se détendre et prendre l'air frais. Tous les campeurs sont invités au grand rassemblement d'ouverture de la saison 2024. Madame Isabelle Labrec de la FQCC nous renseigne sur la date et le lieu de cet événement marquant. Bonjour, Madame Isabelle Labrec, qui est directrice des communications à l'FQCC. Bonjour, M. Bérubé. Madame Labrec, expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement la FQCC? La Fédération québécoise de camping caravaning. Alors, on est le plus grand regroupement de campeurs en Amérique du Nord. Donc, on est là pour offrir des services, des rabais, des outils, de la formation, de l'information pour tout ce qui touche au camping du campeur en tente au grand caravanier voyageur. Alors, on est là pour offrir support information à tous ces beaux gens-là. Et là, vous êtes dans l'annonce d'un grand rassemblement qui s'en vient bientôt. Oui, alors c'est le grand rassemblement d'ouverture de la saison de camping de la Fédération québécoise de camping caravaning. Mais ce grand rassemblement-là, c'est pas la première année que vous faites ça, là. Non, ça fait depuis 1977. Dans le temps, c'est organisé par nos associations régionales. Depuis 2016, c'est la fédération qui organise. En fait, on a un comité organisateur de bénévoles qui s'occupe de toute la grande organisation parce que c'est un événement d'envergure quand même. On attend jusqu'à 1200 équipages. L'année dernière, on a eu 1100 équipages. C'est à peu près 2300 personnes là, qui ont assisté au grand rassemblement. Et cette année, le grand rassemblement a lieu de quelle date à quelle date? C'est du 17 au 20 mai prochain, donc on ouvre vraiment la saison. Ce qui est particulier, c'est qu'on a une pré-ouverture également, donc on accueille les gens à partir du 14, mais la grande soirée, le grand lancement se fait dans la période du 17 au 20. Et je vous jure que cette date-là, le 15 mai, il y en a plusieurs qui attendent cette fameuse date-là au Québec, hein? Oui, effectivement. Et cette année, on me dit que c'est votre deuxième fois dans ce site mythique, hein? Tout un site. Vous faites ça où? À quel endroit cette année? On fait ça à Saint-Tite sur le site du festival et ça a lieu dans le cadre du championnat canadien de rodéo. Donc, ça donne une idée de la saveur qu'on va offrir aux gens durant cet événement-là.
Fait que j'imagine qu'il va y avoir un peu de country à travers le festival. Un petit peu, mais c'est pas tout. Bon, oui, on a des artistes country qui vont être là. Les gens pourront assister à 2 rodéos professionnels, mais on a aussi, on parlait de sites mythiques, mais on a aussi 2 groupes mythiques. Donc, La Chicane et Caïn qui vont nous faire des spectacles. Alors, tous les campeurs ont chanté de leurs chansons autour du feu de camp. Donc, on va inviter les gens à venir chanter avec nous lors du grand rassemblement. Et vous avez ouvert une parenthèse, il y a plusieurs artistes connus, là, des grosses pointures qui vont être chez vous cette fin de semaine-là. Hein? Effectivement, on a de grands artistes avec nous. On a Ludovic Bourgeois, je vous l'ai mentionné tantôt, Caïn La Chicane. On a Jay Kutcher également. Ceux qui ne connaissent pas Jay Kutcher, c'est la version country de Jérôme Couture. Nous avons également des artistes de la relève. Donc, on a Guillaume Lafont, on a Laurence Saint-Martin, oui, et puis le groupe Back in Time également. Puis, vous avez parlé justement de Jay Kutcher, Jérôme Couture, qu'on a connu à la voix. Hein? Puis Guillaume aussi Lafont, qu'on a connu à Star Academy en 2021. Exactement. Donc, des artistes qui ont plus de route derrière leur bottes de cow-boy, mais d'autres des artistes émergents également. Donc, on est bien content de les accueillir parmi nous. Mais là, il n'y aura pas juste des artistes à cette fin de semaine-là. Il va y avoir plusieurs activités. Alors, parlez-nous de ces activités un petit peu. Donc, il y a des visites qui sont organisées là, dans les attractions touristiques aux alentours. On a également des exposants qui vont être là. Donc, il y a des conférences aussi qui sont offertes par les experts de la Fédération québécoise de camping caravaning. Donc, il y a de tout pour tous les goûts. On a des activités pour les enfants également. Donc, on a de quoi bien s'occuper, avoir du plaisir, mais surtout, c'est aussi une belle occasion de se retrouver puisque plusieurs des caravaniers vont se croiser dans les terrains de camping et dans leurs aventures durant l'été. Donc, ça sera une belle occasion de se retrouver lors du grand rassemblement. Et effectivement, vu qu'on parle de country, il va y avoir aussi des rodéos là-dedans, j'imagine. Exactement, comme je disais tantôt, 2 rodéos professionnels. Donc, si vous n'avez jamais assisté, je lève la main, moi, je ne suis jamais assistée à ça, donc je vais être là cette année. Si vous n'avez jamais assisté, c'est l'occasion de le faire, en plus d'être entouré d'autres campeurs. Donc, ce sera un bel événement. On espère que les gens seront là en grand nombre. Et on peut dire aussi que ces 4 journées-là, c'est quand même pas si dispendieux que ça pour une famille, là. Non, exactement. Donc, c'est à partir de 379 par équipage. Donc, s'il y a 2 personnes à l'intérieur, c'est pour le prix pour les 2 personnes. Par contre, on invite les gens à s'inscrire avant le 19 avril, puisque après le 19 avril, les prix vont être majorés un petit peu. Et comme vous disiez juste un peu plus tôt aussi, les gens vont pouvoir y aller juste quelques jours d'avance en plus. Oui. Mais là, ils vont payer des extras pour les jours d'avance. Oui, c'est ça. C'est une centaine de dollars de plus là, pour être là, pour assister au spectacle, parce que ces soirs-là aussi, on va avoir des spectacles. Donc, pour assister au spectacle, profiter du site, profiter des gens qui sont là, puis de débuter les festivités un petit peu à l'avance. Merci beaucoup, Mme Labrec. Merci, M. Béribé. Au plaisir. Pour connaître tous les détails de ce grand rassemblement 2024, visitez le site Internet de la FQCC. Lydia Duchesne de TVCO rencontre Clément Turgeon, le directeur général et artistique du Festif, qui nous présente la programmation de la 15e édition du Festif qui se déroulera cet été du 18 au 21 juillet. Nombreux étaient les curieux pour l'annonce de la programmation du 15e Festif de Baie-Saint-Paul qui aura lieu cette année du 18 au 21 juillet 2024. Clément, comment tu te sens après avoir annoncé la programmation? Je me sens bien. Je me sens libéré d'un terrible secret. Oui. Puis là, c'est quoi ta prochaine étape émotive dans ton processus de livraison du Festif? Bien là, nous autres, on fait ça en 3 étapes. T'sais, on a le dévoilement, 24 heures plus tard, à peu près, on fait la prévente locale. Après ça, 48 heures, la vente web. Fait que tant qu'on n'a pas commencé à vendre des billets,
On dirait que c'est pas complété. On a besoin de valider notre programmation en lançant la billetterie. Fait que après ça, là, on se met... C'est beaucoup les départements logistiques prod qui vont être dans le gros rush. Moi, j'ai livré la programmation. Après ça, moi, je tombe quasiment déjà à préparer le festif à l'école. Donc, on est vraiment tous dans des... Dans des saisons, quasiment des moments différents de l'année. C'est ça, tu sais. Fait que moi, il y a une bonne partie. Il reste plein de choses à faire temps plein, mais ça, c'est un gros rush qui vient de se terminer. Fait que là, il faut livrer. Souvent, je dis ça parce que des fois, on pond des projets dernière minute, puis là, on y pense après le lancement. On dit comme, bon, comment on fait ça pour vrai? Puis là, c'est ça qu'on va faire. Bien que les dates officielles soient du jeudi au dimanche, la soirée du mercredi lancera le bal sur le site du parvis de l'église. Une soirée pensée particulièrement pour la population locale. On aura 5 prestations DJ, des artistes aussi qui vont venir chanter. On aura entre autres, elle est dans la salle quelque part, Maud Arsenault, qui va venir faire un DJ set. Doff aussi, qui est un artiste de Saint-Urbain, donc qui roule sa bosse depuis très, très longtemps. On aura également ceux qui étaient au Parvis d'hiver, donc Funky Falls va être de retour cette année. Joanna Magic aussi, une DJ de Calgary qui va être là, qui est excellente, qui tourne beaucoup, un petit peu partout sur les scènes électroniques. Et Lost Camper, un artiste de Baie-Saint-Paul aussi, excellent rapport. Okay. Parle-moi donc un peu de ce projet des jams. Comment tu les appelles, les jams? Les jams de l'arrière-pays. De l'arrière-pays. D'où vient cette idée-là, puis qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant? Bien, ça fait 3-4 ans que je voulais le faire, là, vraiment. Au début, on voulait faire des shows directement dans des maisons des jammers. Puis, ça se fait dans certaines régions. Un peu comme à l'époque, quand on allait chez les gens, ça se rassemblait dans la cuisine. Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'on voulait faire au départ. Là, l'engouement était tellement gros qu'il y a du monde de toutes les municipalités qui voulaient venir. Fait qu'on a dit, au lieu d'aller chez les gens, on va faire descendre tout ce monde-là d'un peu partout, puis on va créer des rassemblements musicaux, des jams et tout ça. Puis le volet peut-être photographique, je suis allé dans un festival, ça, aux Pays-Bas, puis eux, ils faisaient venir des musiciens locaux, mais de partout dans le monde. Puis ils ont fait un expo, puis je trouvais ça vraiment le fun de lire sur ces artistes-là avant d'aller les voir. Fait que là, il y a tout ce projet-là qui est mélangé à ça. Le projet va réunir près de 25 artistes des 4 coins de Charlevoix, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière, Île-aux-Coudes, Malbaie, Saint-Siméon, Clermont, Saint-Urbain et bien plus. Ce projet est rendu possible avec la MRC de Charlevoix-Ouest et Charlevoix-Est. Et évidemment, je crois qu'elle est dans la salle, Suzy Gagnon, qui est vraiment la coordonnatrice du projet, qui a approché chaque personne individuellement, qui est allée nous recruter les meilleurs musiciens folkloriques de la région. Il va y avoir également une exposition photo qui va être présentée dans le secteur de l'église à l'extérieur durant le festival. Vous allez pouvoir découvrir ça. C'est 10 portraits de musiciens de la région qui vont être présentés. Les photos sont prises par Renaud Philippe et accompagnées des textes d'Émilie Bernier. J'en profite aussi, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, on m'a dit qu'il y avait certains jammeux qui étaient là, donc Hélène Bergeron, Bernard Bouchard, Louis-Marie Lavoie, Serge Lavoie et Étienne Bouchard. Si vous êtes là, on vous salue. Les artistes, justement, qui participent à ça, tu les as nommés plusieurs fois. C'est qui ces gens-là dans l'écosystème charlevoisien? Bien, c'est du monde qui porte le patrimoine, ben oui, il y a des reels de Baie-Saint-Paul, des chansons typiques de la région. Fait que c'est du monde qui porte cette mémoire-là. Puis on est porté à peut-être des fois pas leur faire assez de place. Souvent, ils font des rassemblements et tout ça, mais dans des festivals comme le Festif, ils n'ont pas leur place. Puis on trouvait ça bien important. Puis c'est vrai ce que je disais, pour moi, ça va être des vedettes cette année. Là, le monde, on a des feedbacks du monde de partout au Québec qui disent, moi, c'est sûr, je vais aller voir les jams traditionnels. Fidèle à son habitude, la programmation du festif met plusieurs artistes locaux à l'honneur et présente de nombreux spectacles découvertes, dont plus de la moitié sont gratuits. Ta plus grosse bibite, ça serait qui? Bibite, écoute, il y en a plusieurs. Il y a Model Actress, un groupe de New York, qui font du post-punk industriel, noisy, c'est bruyant, c'est vraiment extrêmement déroutant. Le chanteur va toujours dans la foule, chanter avec tout le monde et tout ça. Ça, c'est un show qui va être assez déroutant. Je suis content aussi, il y a l'espace Promutuel où on va faire plein d'affaires. Il y a Yuki Sami, qui est la flûtiste de Teke Teke. Ça, je pense que ça va être vraiment bon. Un mélange de musique japonaise avec des musiciens de jazz,
un petit trio dans le sous-sol de la Galerie Iris. Donc, une petite salle, ça va être restreint comme accès aussi, j'imagine. Oui, mais des fois, j'aime mieux, c'est mieux des fois des petites salles remplies, puis qu'il y a une vibe de faut que tu sois là pour que les gens se sentent privilégiés. Ceux qui étaient savent. C'est ça, exactement. Comme dans le bus festif. Il y a d'autres shows. Bombino, un musicien nigérien qui fait de la musique blues du désert et tout ça, qui est vraiment reconnu internationalement, au Garage du Curé. Donc, ça va être un gros show aussi. OK. Justement, est-ce qu'il y a un show qui est tellement spécial que c'est comme... C'est le show, c'est l'occasion unique de voir ça. Là. Y en a-tu en particulier? Ben, je te dirais, lui que je viens de dire, Bombino, j'invite les gens, ceux qui ont vu Dakar Braka l'année passée, le groupe ukrainien, tout le monde est ressorti de là en disant c'est marquant. Ceux qui ne sont pas allés, on sent qui ont manqué quelque chose. Exact. Puis je pense que ça va être ça avec lui. Je pense que c'est un show à pas manquer. Mais il y en a pour tous les goûts. Je pourrais dire, pour certains, ça va être Yves Lambert qui fait ses 50 ans de carrière gratuit au centre-ville à la microbrasserie. La soirée avec Carco, Half Moon Run, Le Roi, La Rose, Le Loup, c'est un gros line-up. Donc, il y en a de tous les bars, de tous les centres. Les scènes restent sensiblement les mêmes que l'année dernière, à l'exception de la scène Le Pantoum, située derrière l'ancienne auberge La Muse, qui sera désormais la basse-cour des viandes bio. On a Promutuel aussi qui sont présents ce soir, qui s'associent avec nous. Pour la première fois, on va permettre la création de l'espace relax Promutuel au sous-sol de la Galerie Iris. Donc, c'est un espace où vous allez pouvoir écouter de la musique ambiante. Il va y avoir des projections qui vont accompagner l'expérience et quelques spectacles de musique instrumentale. Pour finir, y en a-tu un qui a été plus particulièrement difficile là, à aller chercher ou qui était comme une espèce de fantasme que tu avais puis que tu as enfin réussi à faire venir à Baie-Saint-Paul cette année? Bien, il y en a que c'est toujours compliqué, c'est les fanfares. Là, on a une fanfare de Boston qui a même fallu ralentir leur enthousiasme parce qu'ils voulaient arriver avec 35, puis c'était impossible. Puis là, on a trouvé des compromis, tout ça, puis tu sais, accueillir autant de gens et tout ça. Là, on est en train de magasiner des gymnases, installer des lits de camp, tu sais, c'est des grosses logistiques juste pour les fanfares. Ça en était un qui n'a pas été facile à gérer. Il y en a d'autres. C'est un petit band là, qui va jouer à Caserne de Pompiers, un groupe d'Amsterdam qui ne voulait pas venir sans avoir d'autres spectacles. Fait que moi, je leur ai monté une tournée de d'autres dates au Québec. Fait que ça, des fois, on en fait, puis ça, c'est compliqué. Là, puis des fois, c'est là, tu deviens booker pour d'autres festivals quasiment à ce moment-là. C'est ça, je croyais au band assez pour dire ça vaut la peine. Fait que là, ils vont faire un show à Québec, à Montréal, dans le coin d'Ottawa aussi. Fait que c'est rendu que des fois, on bâtit des tournées pour que le band vienne à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est quelque chose de commun, j'imagine, entre les festivals, justement, de bâtir une prog un peu ensemble, quelque part, pour ça arrive, faciliter la venue d'artistes internationaux. Oui, c'est clair, oui. Nous autres, c'est plus dur des fois, parce que c'est des bandes souvent pas connues, puis les diffuseurs veulent pas se mouiller à les booker, puis nous autres, on a habitué notre public à ça. Fait que, des fois, c'est pas évident non plus de convaincre un diffuseur de faire des bandes que je leur propose qui voient qu'ils n'ont pas de public au Québec. Mais là, il y en a une couple qui s'en viennent. La couleur du festif permet ça, dans le fond, de convaincre un peu. Ben oui, tu sais, il y en a un band suisse qu'on a fait il y a 2 ans, l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, puis ça... sont revenus 2 ans après parce qu'ils ont été connus au festif. Puis là, ils ont refait une tournée au Québec il y a 2 ans. Donc, ça permet ça aussi. Ça permet de développer des nouveaux territoires. Salut! La célébrité. Hey, on va te laisser, Clément. Merci beaucoup pour cette belle programmation. On va vous souhaiter un bon week-end. Yes! Michel Montmagny de CMA TV nous présente le programme Sport-études en patinage artistique de l'école Louis-Jacques Cazot à Montmagny. On se retrouve au cœur de l'aréna de Montmagny, ce bel aréna qu'on a ici à Montmagny. Je suis en compagnie de Sophie Mercier. Sophie est présidente du club artistique de Montmagny. Bonjour, Sophie. Bonjour. Et je suis en compagnie de Vincent Poulain, qui est directeur adjoint de l'école Cazot. On est ici pour parler de patinage artistique. Bon, moi, j'apprends aujourd'hui qu'il y a des cours qui se donnent en patinage artistique ici à Montmagny via l'école Cazot. Sophie, expliquez-nous exactement c'est quoi, comment sont donnés ces cours-là, comment sont dispensés? Dans le fond, les filles ont 2 heures par semaine de cours sur glace. Puis, ils ont un 45 minutes le vendredi midi de cours hors glace qui est donné à Louis-Jacques Cazot pour faire vraiment de l'entraînement musculaire ou la pratique de saut aussi qui vient... c'est une belle, dans le fond, c'est un beau complément à l'entraînement sur glace.
Bon, d'où est venue l'idée d'organiser ces cours-là? Dans le fond, on veut garder nos gens à Montmagny. Il y avait déjà de différentes concentrations à Caso. Ça faisait quelques temps qu'on cogitait un petit peu sur le projet, si je peux dire. Puis, on a approché l'école secondaire. On avait aussi des gens qui étaient intéressés à faire partie de la concentration. On a trouvé aussi un entraîneur parce que c'est ça aussi l'enjeu, là. C'est très important. Puis, c'est comme ça, là, dans le fond, que le projet a commencé. Vincent, expliquez-moi, l'école Caso, c'est quoi son implication là, pour pouvoir offrir ces cours-là ici à Montmagny? Bien, au même titre qu'on le fait pour d'autres concentrations sportives, nous, on s'assure avec notre équipe d'intervenants d'offrir les conditions à l'intérieur de l'école, de dégager du temps aussi dans l'horaire des élèves pour qu'ils soient en mesure de poursuivre leur travail en classe, mais aussi de venir là, pratiquer leur passion. Dans ce cas-ci, c'est le patinage artistique. Bon. Est-ce que c'est un cours qui est noté? Est-ce qu'il est académique? Non, ça se fait en parallèle par rapport aux activités là, qui sont déjà vues là, au bulletin des élèves. Donc, on est en parallèle, on travaille là. C'est un petit peu un projet en parascolaire, si on veut. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dégage du temps, mais c'est pas là, nécessairement au bulletin des élèves. Là. Bon. Mais c'est pas noté, c'est pas, il n'y a pas d'examen pour ça. C'est vraiment là, un loisir que l'école Caso a. Un loisir, oui. Même, je dirais aussi qu'il y a quand même aussi un certain volet peut-être compétitif. Là, si je prends l'exemple du patin, il y a des filles qui patinent quand même à un haut niveau. Nous, l'intérêt qu'on avait, c'est d'augmenter finalement les heures de pratique de ces filles-là qui s'entraînaient déjà un certain nombre d'heures le soir avec le club de patinage. Mais là, en ajoutant ces heures-là aussi sur du temps scolaire, bien, on a espoir que les filles, oui, s'amusent, c'est important, mais peut-être que certaines aussi ont pu se développer et atteindre des niveaux plus élevés là, dans leur discipline. Là. C'est pas du sport-études, on se comprend, mais est-ce que c'est la nouvelle tendance de l'école Caso? Parce qu'on a récemment fait une chronique sur le golf. Est-ce que c'est la nouvelle tendance de l'école? C'est sûr que le bassin actuel ne nous permet pas nécessairement d'offrir du sport-études proprement dit, mais on a le sentiment qu'avec ce qu'on a développé dans les dernières années, on est une belle alternative locale qui répond aux besoins de nos élèves, des familles aussi. Puis on pense que c'est quelque chose qui est un modèle qu'on peut encore continuer de développer puis de poursuivre, comme on a fait avec le patinage, mais la gymnastique, la natation, le golf, il y a du hockey. Fait que il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est un modèle qui semble bien répondre aux élèves puis aux besoins des familles. Sophie, ça s'adresse à qui? Parce que là, on voit les jeunes filles là, qui tournent autour de nous. Là. Ça s'adresse à qui? Quel âge? Qu'est-ce qu'on veut cibler? Dans le fond, premièrement, il faut que les filles fassent partie du club de patinage artistique. Puis il faut quand même qu'elles aient atteint un certain niveau de patin. T'sais, c'est sûr que ça ne sera pas une petite fille qui va débuter dans les cours privés. On va l'offrir beaucoup plus là, aux filles au niveau du secondaire, donc secondaire 1 à 5. OK. Comment on choisit ces filles-là? Ben, d'abord, ils s'inscrivent, là, mais s'il y en a 25, on en parlait un petit peu avant la chronique, s'il y en a 25, on n'est pas capable là, de pouvoir donner ce cours-là à 25 personnes. Comment ça fonctionne pour les inscriptions? Dans le fond, là, avec le niveau de... Pas le niveau, mais le nombre de patineuses qu'on a au club, on l'offre vraiment aux filles qui sont au secondaire. Généralement, là, c'est pas mal, je vous dirais, on a 18 patineuses au privé. Sur 18 patineuses, il y en a 9 qui font la concentration. Fait que c'est quand même très bon. Quand on compte que les autres filles sont mettons, au cégep ou au primaire, là, fait qu'on est bien content du nombre de filles. Mais pour l'instant, on demande juste que les filles soient quand même... Il n'y a pas de niveau spécifié pour l'instant, là, je vous dirais. Là. Parce que là avec les places qu'on a et tout, bien, on est capable de les combler là, avec les filles du club, dans le fond. Bon, moi, la question, c'est à savoir, ils viennent ici, ils pratiquent, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas on ne mesure pas leur apprentissage. Ça donne quoi, tout ça? Dans le fond, dans le patinage artistique, ça prend beaucoup de pratique. Fait que je vous dirais, c'est vraiment de donner un temps supplémentaire aux filles de s'améliorer. En pratique, assez souvent, ça va vite. Ils pratiquent leur solo qu'ils vont faire en compétition. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement du temps pour apprendre, perfectionner leur mouvement. Tandis que là, en rajoutant une plage de 2 heures, bien, ça va être un 2 heures que les filles vont essayer des nouvelles choses, qui vont encore plus perfectionner leur mouvement, leur saut, leur pirouette. Puis aussi, bien, si on regarde un petit peu la performance au niveau des filles, bien, je vous dirais que les filles du club performent quand même très bien
aux compétitions. On a une fille, justement, qui est dans la concentration, qui a fait les provinciaux. Fait que c'est quand même très bon, là, je pense, pour notre bassin de patineuse. Comment va notre club de patinage artistique à Montmagny? Cette année, ça va très bien, je vous dirais. Oui, cette année? Cette année. Je veux dire, cette année, on a quand même un très bon nombre d'inscriptions au Patinage Plus. Donc, on est très contents. On a quand même aussi une belle relève au niveau des coachs là, qui s'en vient. Donc, plus qu'on a de coachs, plus qu'on est capable d'accepter des nouveaux sur le privé. Puis, on a aussi là, un bel engouement au niveau des jeunes qui voudraient passer du Patinage Plus au privé. Donc, on travaille tout ça. Vincent, il y a eu une petite diminution de la clientèle à l'école Cazot et là, c'est parti dans l'autre sens. Est-ce que toutes ces activités-là qu'on offre, on les a nommées tout à l'heure, entre autres, récemment, on a parlé du golf, est-ce que ça attire la clientèle? Est-ce que c'est un beau modèle qu'on veut aller plus loin avec ça pour inciter les gens à venir et à rester à l'école Cazot? Bien, écoutez, nous, c'est sûr qu'on croit à cette recette-là. Effectivement, les chiffres ont tendance à montrer que depuis quelques années, là, la hausse de clientèle dans notre école secondaire est remontée. C'est positif. On est très contents. C'est un modèle qu'on croit. Puis à chaque année, là, depuis les 5-6 dernières années, là, il y a eu l'ajout d'une nouvelle discipline. Fait c'est une voie qu'on prend. On a instaurer un petit peu plus des concentrations sportives, mais on est en réflexion aussi pour répondre à des demandes qui pourraient être un peu plus culturelles, artistiques. Donc, on est en réflexion, on discute avec des partenaires, puis on pense que oui, c'est peut-être un des facteurs. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui expliquent une hausse de clientèle dans une école, mais nous, on pense qu'on y croit, puis que c'est peut-être un des éléments qui ont changé cette donnée-là. Alors, je suis en compagnie d'Annabelle, Camille et Béatrice, qui sont justement du patinage artistique, là, pour ce cours qui est dispensé à l'école Cazot. Pourquoi tu as été inscrit? Parce que tu étais déjà dans le club de patinage artistique. Pourquoi? Bien, c'était surtout pour avoir une période de plus pour patiner. Puis aussi, bien, c'est une coach différente qu'on voit pas souvent. Fait qu'elle peut nous donner d'autres trucs pour nos sauts pis tout. Et où tu veux aller? C'est quoi tes objectifs? Bien, c'est sûr que je veux patiner le plus longtemps possible, mais ça, je le sais pas encore. Bien, où que je vais me rendre, je vais être fière. C'est pas mal. Camille? Bien, moi, j'aimerais ça me rendre le plus loin possible, puis patiner jusqu'à temps que j'ai des enfants, puis pouvoir leur transmettre ça, parce que c'est vraiment un beau sport. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus, ce cours-là, en plus déjà de la formation que tu as dans le club de patinage? Bien, je dirais que ça m'apporte plus d'heures de patin, fait que c'est sûr que je m'améliore. Puis, puisque j'ai une autre coach, comme Annabelle disait, bien, ça nous apporte, elle nous fait faire d'autres choses qu'on fait pas normalement, puis ça nous pratique d'autres habiletés. Béatrice? Moi, c'est aussi le fait qu'on a une autre coach qui nous apporte différentes façons de s'entraîner, nos sauts de différentes manières pour les réussir, nos pirouettes aussi. Puis moi, j'aime vraiment le fait que c'est ça qu'on ait différents coachs. Puis vraiment, ça fait vraiment une grosse différence cette année. J'ai réussi plusieurs nouveaux sauts, puis j'aimerais vraiment ça, en réussir encore d'autres. Puis le fait qu'il y ait plus d'heures, ça vous aide beaucoup? Vraiment, oui, ça fait une différence. Pour vrai, moi, je l'ai vécu, là, je pense. Puis... Ça fait combien d'années que vous faites du patinage, Béatrice? Et j'ai commencé, je pense, j'étais en maternelle première année. Puis là, j'étais en secondaire 2. Fait que ça fait quand même un petit bout. Là. Moi, ça fait 8 ans à peu près. 8 ans. Et Annabelle? 11-12 ans, oui. Bien, bravo, félicitations. Alors, voilà, des jeunes qui apprécient, je pense, cette formation qu'on offre ici à l'école Cazot. Voilà, ça complète. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier toutes les télévisions communautaires qui ont participé à la réalisation de cette émission et je vous dis à la prochaine.